Pam, 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 pam. Eh ben, c'est un marathon de podcast, hein. J'en fais tous les jours, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui, dans la série des auteurs longtemps méprisés, longtemps snobés par votre serviteur, mais qui en fait sont des génies, et que j'ai découvert trop tard, je vais vous parler de Tim Powers, et surtout de son roman le plus célèbre, apparemment, Les Voix d'Anubis. Alors, c'est un sacré morceau, ce podcast, parce que autant Tim Powers que les Voix d'Anubis, en vérité, ce sont des monuments de la fantasy, de la SF. Pourquoi Parce que déjà Tim Powers, avec ses potes Kim W. Jeter et Blaylock, ce sont les inventeurs du steampunk. Et oui, ce genre qui a fait foison, qui a eu du succès pendant toutes les années 2000-2010, qui a été juste détrôné par la romantaisie là. Mais en fait, c'est parti d'une blague. C'est à un moment donné, un journaliste a posé la question à Jeter si son dernier opus était du cyberpunk, parce qu'à l'époque, c'était dans les années 80, c'était vraiment la mode du cyberpunk. Et lui, il a répondu non, c'est du steampunk. Et voilà. Comme quoi, un bon mot, parfois, peut donner naissance à quelque chose qui nous dépasse. Alors, Tim Powers, malheureusement en France, à part pour les aficionados hardcore de SF et de fantasy, il n'est pas très connu. Alors, comme je vous le dis, c'est quand même un pilier de l'imaginaire mondial en général et anglo-saxon en particulier. Et en fait, ce gars-là, Tim Powers, moi je sais que depuis que je suis ado, je voyais des j'ai lu avec son nom dessus, je voyais. Mais justement, le problème c'est que, comme je suis un peu vieux, moi à l'époque où je voyais ces noms-là, c'était l'époque justement du cyberpunk, et il y avait plein de j'ai lu ou de livres de poche, de SF, avec des covers un peu pétés, et j'avais l'impression que c'était de la sous-SF en fait. C'est pour ça que même en grandissant, je me suis pas trop intéressé. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quelle année où Brajlon a reparu ça? Je vais regarder dans le bouquin parce que pour une fois je l'ai à côté de moi. En tout cas, il y a, on va dire une dizaine d'années, justement, Brajlon avait fait une collection steampunk avec, c'était les premiers à faire du jaspaz. Il y avait des, des- des tranches dorées, il y avait un peu de, de dorure sur les bouquins et tout ça. Et ils ont décidé de ressortir donc son livre le plus célèbre qui s'appelle Les Voix d'Anubis. Et moi je me rappelle à l'époque je traînais à JPR comme d'hab, c'est en 2013, voilà, donc ça fait un peu 12 ans. Et donc je le voyais comme ça, c'est vrai que la cover était pas mal, mais toujours je me disais Team Powers, Team Powers. Et puis un jour, comme d'hab, je le chope, je le lis, et je deviens fou, je me dis quoi, je suis passé à côté de ce mec. Je suis passé à côté de cet auteur fantastique qui est en même temps érudit, en même temps plein d'humour, en même temps super talentueux. Et je me dis non, c'est pas possible, faut que je creuse un peu, c'est qui ce mec. Donc, comme d'hab, je vais vous faire une petite bio et ensuite je parlerai des voix d'Anubis. Donc, Tim Powers, il est né en 52 comme ma maman et il vit en Californie et il a étudié la littérature anglaise et aussi elle est. Et il rencontre justement là Kim W. Jeter et James Blaylock. Et justement, avec Blaylock, un truc qui est marrant, c'est que c'est rare ça. Comme ils se connaissent depuis la fac, ils ont inventé un personnage qui s'appelle William H. Bless et ils s'en servent chacun dans leurs bouquins. Donc c'est des bouquins qui se répondent. Et donc son premier roman, ça a été Les Chevaliers de la Brume en 79, mais le roman qui l'a révélé, c'est en 83, c'est Les Voix d'Anubis. Donc ouais, il est sorti en 83 et Brajon l'a réédité en 2013. Donc quand même, c'est pas mal, c'est 20 ans plus tard moi que je suis tombé dessus. Enfin même pas 20 ans plus tard parce que je l'ai pas acheté en 2013, j'ai dû l'acheter bon, pas trop longtemps après, mais enfin bref. Et en fait, la particularité donc de Tim Powers, c'est que il mêle souvent des personnages historiques qui ont vraiment existé. Assez intrigués. Par exemple, dans Les Voix d'Anubis, il y a Lord Byron, il y a Coleridge. euh, dans un autre de ses bouquins, il y a François Villon. Par exemple, quand il y a eu Pirates des Caraïbes qui est sorti, euh, euh, c'était, je sais pas si c'est tous les, euh, les films de la franchise ou si c'est seulement La Fontaine de Jouvence. En tout cas, je sais que les scénaristes ont dit que qu'ils s'étaient inspirés d'un roman
de Powers qui s'appelle Sur des mers plus ignorées, et, pour faire le scénario du film. Donc, il est partie intégrante du tissu culture populaire américain en tout cas. Et donc, bon, c'est une petite bio vite fait, mais tout ça pour vous dire que en réalité, aux États-Unis et plus largement ensuite, quand vraiment ce qui est devenu le steampunk a explosé dans le monde entier, ce trio là de Powers, Blaylock et Jeter, en fait, ils ont obtenu une espèce de statut d'icône, quoi, parce que c'est rare que des auteurs inventent un genre à part entière, même si à la base c'est quand même de l'imaginaire, même si c'est de la fantaisie en réalité, mais ensuite vous savez, nombre d'auteurs se sont engouffrés dans la brèche, que ce soit dans les comics, que ce soit dans le cinéma, que ce soit bien sûr dans la littérature. En tout cas, c'est les précurseurs, ces trois-là. Maintenant, pour en revenir à les voix d'Anubis, c'est quoi les voix d'Anubis? Je vous lis un petit peu le quatrième de couverture. Lorsque le professeur Brendan Doyle accepte de donner une conférence sur le poète anglais Coleridge, il est loin d'imaginer qu'il ne va pas tarder à le rencontrer en personne en 1810, car après avoir accepté l'offre d'un millionnaire ayant percé les mystères du voyage dans le temps, le voilà plongé dans une aventure rocambolesque, traversant un Londres peuplé de bohémiens, de mendiants douteux, de sorciers terrifiants, tel ce clown macabre qui règne sur le monde souterrain, et pour couronner le tout, Doyle ne peut revenir à son époque à moins de déjouer les plans malfaisants de mages égyptiens, donc c'est pour ça que c'est les voix d'Anubis, qui veulent ramener leurs anciens dieux à la vie. Mais osera-t-il prendre le risque de changer le cours de l'histoire? Mêlant les thèmes du voyage temporel, du mythe du loup-garou, de la magie noire égyptienne et du Londres victorien, ce roman, qui a remporté le prestigieux prix Apollo et Philippe Cadic, est les grands classiques à l'origine du steampunk. Normalement, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là, même pas vous dire plus. Et si vous êtes des vrais, eh ben vous sautez sur le bouquin et vous le lisez, quoi. Hein. Mais bon, je vais vous raconter encore un peu plus de trucs. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il a obtenu le prix donc Philippe Cadic avec ce bouquin. Et comme il a eu la chance d'être vivant avant la mort de Cadic, en fait c'est devenu un de ses potes. Et encore une fois, entre écrivains, ils aiment bien faire des petites blagues. Dit qu'il s'est inspiré de Powers pour le personnage de David dans Siva. Donc c'est des private jokes entre écrivains. Mais c'est pas mal. Donc, les voix d'Anubis. Parce que, à la limite, vous pouvez me dire, ouais, c'est du voyage temporel. Déjà, le premier truc, c'est que, comme d'hab, hein, quand un auteur est bon, c'est qu'il a du style. Et que dans le traitement, justement, du sujet qu'il a décidé d'aborder, il est original. Le truc avec Powers, c'est que on dirait presque un anglais parfois quand il écrit. Il a un peu cet humour pince sans rire. Ces personnages, ils sont jamais sérieux à 100%. Mais en même temps, on sent l'érudition. On sent que c'est un fanat justement de la littérature classique euh, anglaise du 19e siècle. Il connaît ses auteurs, quoi, hein, les Byron, les Coleridge, etc. Le personnage du professeur américain, la Doyle qui nous brosse, bah en fait, ça pourrait être un avatar de Powers. Hein. Il a vraiment étudié la littérature anglaise à l'école, quoi, à la fac. Et donc, c'est toujours bien de sentir qu'un auteur maîtrise son sujet. La deuxième chose, c'est que justement, là, il choisit le voyage temporel, mais pour en faire justement une aventure littéraire presque. Et il y ajoute, comme je vous l'ai dit dans la quatrième de couverture, des vrais magiciens, des sorciers égyptiens, des loups-garous, des bohémiens, une Londres souterraine, enfin tout ce qui donne du piquant et du piment à ce genre de bouquin. Donc ce qui est cool avec ce livre, c'est qu'on l'est tout de suite emporté. Encore une fois, je le dis souvent, justement, la qualité première d'un auteur, c'est de savoir vous en prenez avec la première, vous emmenez, vous emportez avec, si ce n'est la première ligne, au moins la première page. Et moi, en fait, c'est ce qui m'est arrivé avec lui, c'est que justement, j'y allais un peu à reculons. Je me disais Tim Powers, les auteurs des années 80, c'est pas ma sauce. Et en fait, lui, il est vraiment, vraiment bon. Et je comprends pourquoi les voix d'Anubis, j'ai eu de la chance, hein, parce que j'ai vu qu'après que les voix d'Anubis, c'était son bouquin le plus célèbre et apparemment celui qui a eu le plus de succès. Bah, je l'ai lu en premier, donc c'est quand même pas mal. Donc,
pour en revenir à ce truc des voix d'Anubis, on peut faire aussi un petit retour en arrière pour savoir pourquoi il l'a écrit. En fait, il avait écrit 3 romans avant: Les Cieux découronnés, Les Pêcheurs du ciel et Les Chevaliers de la Brune. Et en fait, ça a marchouillé. Et il se sert de 2 manuscrits qu'il avait écrits avant, mais qu'il n'avait pas édités, qui étaient en fait son éditeur de l'époque lui avait demandé de les insérer dans une collection de 10 volumes sur le roi Arthur, qui se réincarnerait plusieurs fois au fil de l'histoire. Et en fait, il avait un peu pataugé dans ses essais de romans. Et c'est là qu'il a eu l'idée en fait de combiner plusieurs personnages en un. Et c'est devenu Brendan Doyle, pardon, l'universitaire américain spécialiste de Coleridge. Et donc il se dit que maintenant qu'il a un personnage qui lui plaît plus et qu'il a bien, comment dirais-je, construit, quoi, qui est plus qu'une idée dans le vent, il se dit qu'il va l'intégrer dans un nouveau roman. Alors il a même dessiné une carte de Londres de 1810, parce qu'il s'est dit qu'il devait vraiment coller à la réalité au début pour pouvoir plus s'en échapper ensuite. Et en fait, il a divisé son roman en deux. Il y a 17 chapitres, et en fait, il y a 2 bouquins. Il y a Le visage sous la fourrure et Les 12 heures de la nuit. Alors, dans le premier, on a un sorcier égyptien qui s'appelle Amenophis Fiki, avec son collègue Romani, qui accomplissait un rituel pour le compte de leur maître afin de ramener les anciens dieux égyptiens pour détruire l'Empire britannique. Et dans le deuxième bouquin, il utilise le personnage d'Ashbless, là dont je vous ai parlé, pour essayer de contrecarrer les plans de ce fameux bohémien. Et donc en fait ça se répond. Et à l'intérieur de ça, on a Coleridge, là, l'auteur anglais, le poète, qui est un des romantiques anglais assez connus pour ceux qui savent pas, quoi. Et notre ami Brendan Doyle, en fait, pour en faire des héros d'aventure extraordinaires, et ils vont essayer de contrecarrer ces plans. Alors peut-être que dit comme ça vous plaît pas trop, parce que peut-être que Coleridge ça vous dit rien, et que les deux Égyptiens non plus. Et je pourrais le comprendre, hein, parce que moi à la base, même en lisant le 4e de couverture, j'étais pas forcément super chaud pour le lire, quoi, mais comme je vous dis, c'est le traitement qui compte. Et ensuite, en fait, une fois qu'on est rentré dedans, bah, on lâche plus le livre. Moi, je crois que je l'ai lu, pas d'une traite, mais peut-être en 2-3 soirs de suite, quoi. Parce que j'étais vraiment emballé par le bouquin. Et en plus, moi j'ai toujours aimé les histoires de voyage temporel, et à l'intérieur de ça, les histoires pardon, aujourd'hui j'arrive pas à parler bien, et les paradoxes temporels plus particulièrement. Et là où il est malin, Powers, c'est que donc là on a l'Égypte antique, on a l'histoire moderne, on a la littérature britannique, on a la Londres du 19e siècle, et en fait il arrive à entremêler tout ça. Et un des éléments du suspense, c'est bien sûr, est-ce que ils vont réussir à contrecarrer le plan des mages, est-ce que Doyle va réussir à revenir dans son époque, mais aussi est-ce que Doyle va réussir à revenir dans l'époque qu'il a quittée, et non pas une réalité parallèle parce qu'il aurait modifié le passé. Donc ça fait quand même pas mal. Et c'est pour ça qu'en fait c'est devenu du steampunk, c'est parce que c'est en même temps de la vraie SF, des vrais thèmes de SF, de paradoxes temporels et tout ça. C'est en même temps de la fantasy parce qu'on a de la magie, on a des loups-garous, on a des revenants de l'Égypte antique, on a des dieux égyptiens. Et en même temps, il y a l'ère victorienne qui a été le point de départ du mouvement steampunk, hein. Et donc tout ça fait que ça crée en fait une espèce de tapisserie originale et inédite, qui fait qu'en fait on se laisse vraiment emporter par le courant de ce bouquin, quoi. Alors si ça vous intéresse vraiment l'œuvre de notre ami Powers là, sachez qu'il y a beaucoup de ces œuvres qui sont disponibles en poche,
en omnibus chez De Noël, certains donc édités chez Brajlon. Et un petit peu là, avant de faire le podcast, j'ai un peu surfé sur le net, et pour une fois, euh, la page Wikipédia de Powers est vraiment vraiment bien fournie. Et si vous cliquez sur en particulier le titre de des Voix d'Anubis, là c'est un florilège, j'ai jamais vu ça pour un autre bouquin. Il y a le résumé, il y a l'explication de tout ce qu'il y a en fait dans l'intrigue. Il y a une carte là de Londres dont il s'est servi. Il y a même un cours de mythologie égyptienne. Il y a une fiche de tous les personnages, même les secondaires. Et, rien qu'avec ça, je pourrais vous faire un podcast de 2 heures en fait. Mais bon, je vais pas vous infliger non plus une lecture de fiches. Mais franchement, c'est impressionnant. C'est la première fois que je vois ça pour juste un bouquin. Donc comme quoi, c'est vrai, un Wikipédia, parfois, il y a des mecs qui se donnent du mal. Il y a même un petit insert langue romanie, un insert libre arbitre, un insert lutte du bien contre le mal. C'est incroyable. Franchement, je m'étais dit que si j'avais des trous par rapport à l'intrigue, je pourrais peut-être trouver un résumé sur internet, mais là c'est plus qu'un résumé, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que si après vous lisez d'autres bouquins donc soit de Jeter, soit de Power, c'est qu'il y a ce personnage en fait de Ash Bless là, parce que en fait Doyle il reprend l'identité de ce mec dans le Londres du 19e là, et pour ceux qui ne lisent que ce livre en fait, bah on a l'impression que c'est une histoire terminée, mais comme je vous dis en fait il est utilisé dans d'autres bouquins, et finalement ça devient un personnage récurrent. Et c'est marrant parce que apparemment, ça sera un personnage qui va vivre sur plusieurs plans temporels ou sur plusieurs dimensions différentes en même temps. Et ça, pareil, c'est un tour de force. Parce qu'il faut réussir à faire en sorte que ça tienne debout entre les deux auteurs et les différents ouvrages de ces derniers. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, c'est une porte ouverte à un univers entier, ce bouquin. Et bon, moi, je l'ai lu il y a plus de 10 ans, donc c'est pour ça que je vais peut-être vous paraître un peu approximatif là, et que j'ai pas trop révisé non plus, hein. J'ai pas relu le livre pour le podcast malheureusement. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs bouquins euh, du genre steampunk, parce que c'est celui qui l'a inventé, qui l'a créé. Et encore une fois, euh, je sais que Tim Powers c'est très méconnu en France, vraiment, hein, parce que pareil, moi quand j'en parle avec d'autres fans de SF, il y a vraiment qu'une certaine catégorie de lecteurs qui ont lu ces bouquins. Et je sais que moi je l'ai fait découvrir à plein de potes. Et ce livre en particulier, il est vraiment extraordinaire. Alors peut-être que là c'est une fin de mois d'août et je suis pas très enthousiaste et je vais peut-être pas donné très envie. Mais croyez-moi sur parole, c'est un livre fantastique. Les Voix d'Anubis. Voilà, je m'arrête là. A bientôt les mangeurs de livres.